Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre, un endroit où aller, où ce soir c'est une soirée spéciale livre de poche, fait sa rentrée, même si on a débordé puisqu'on est mi-octobre. Et ce soir nous recevons Claire Berès qui a sorti son livre au livre de poche justement qui s'appelle Rien n'est noir. Et pour l'interroger, on retrouve Gaëlle Mendron de la librairie Livre in Room à Saint-Paul-de-Léon en Bretagne. Alors mesdames, avant de vous laisser tranquille pour converser autour de ce merveilleux livre qui est là, nous allons organiser un concours ce soir avec le livre de poche pour faire gagner un tote bag à l'effigie du livre que je sais pas, certains ont dû voir que Claire a arboré. Alors c'est très simple. Pour gagner, il y en a 5 à gagner. Ce sont les 5 premiers qui répondront à la question que je vais vous poser. C'est très simple. Pour répondre à la question, il faut envoyer un mail à un endroit où aller gmail.com, un en chiffres. Donc, un endroit où aller à gmail.com. Donc, les 5 premiers gagneront le sac. La question est la suivante. Claire Berest est l'auteur avec sa sœur Anne Berest d'un livre paru en 2017 chez Stock et paru en 2018 au livre de poche qui s'appelle Gabrielle, livre consacré à Gabrielle Buffet, la muse, l'inspiratrice de Francis Picabia, avant-gardiste féministe, amie de Guillaume Apollinaire et de tant d'autres artistes. Alors la question est la suivante. Quel lien unit cette femme visionnaire et anticonformiste aux deux écrivaines? Voilà, donc ne vous inquiétez pas, il y a un message d'absence sur le mail parce qu'on donne le lien pour les retardataires, mais je prendrai bien en compte les 5 premiers. Donc, pareil, ceux qui veulent poser des questions, même manip que d'habitude, vous posez vos questions et je viendrai les poser à Claire en fin de rencontre. Gaëlle, Claire, je vous laisse enfin la parole et je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonsoir Claire. Bonsoir Gaëlle. Un énorme plaisir pour moi de vous retrouver et d'avoir l'occasion de rattraper un moment raté à cause du confinement, puisque vous deviez venir à la librairie au mois d'avril. Et du coup, je suis ravie qu'on se retrouve ce soir pour parler de la sortie poche de Rien n'est noir. Pour commencer, je sais que je vous ai déjà posé cette question il y a très longtemps, mais j'ai très envie de vous la reposer ce soir parce que j'aimerais beaucoup que vous nous racontiez encore pourquoi Frida Kahlo. Alors, vaste programme. Pourquoi Frida Kahlo? En fait, c'est pour moi une femme qui est comme une rencontre amicale, une amie de plus de 20 ans. Et je pense qu'on a tous dans notre champ autour de nous une chanson, un film, un réalisateur, un écrivain, des livres évidemment qui nous accompagnent absolument en permanence, c'est-à-dire les gros temps, les tempêtes, on peut se raccrocher à eux, les moments de joie, de gaieté, les moments aussi tout simplement où on a besoin de comprendre quelque chose qui nous arrive. Et moi, Frida, elle a joué ce rôle-là de manière un peu accidentelle dans ma vie depuis plus de 20 ans. Pourquoi en quelques mots très très rapidement je l'ai rencontrée comme on peut rencontrer quelqu'un en allant boire un verre dans un bar ou allant à une fête, même si on ne peut pas trop le faire en ce moment, mais enfin on se souvient tous de ce que c'est. Il y a 20 ans, je suis partie sur un coup de tête aux États-Unis, sur un coup de tête total, vraiment je suis partie du jour au lendemain, et je me suis retrouvée là-bas dans un pays passionnant, mais duquel je ne parlais pas la langue, où je ne connaissais personne. J'étais à New York, dans une grande ville qui était très impressionnante. J'avais 20 ans et je suis tombée un peu par hasard sur un tableau de Frida Kahlo sous la forme d'une carte postale qu'on m'avait donnée. Et tout d'un coup, la solitude dans laquelle j'étais plongée, cette solitude de l'absence de langue, de l'absence d'amis, et puis de toutes les questions qu'on se pose à 20 ans, voilà. Tout d'un coup, cette carte postale, ce tableau, j'avais l'impression qu'il s'adressait qu'à moi, qui me parlait, qui m'aidait, et je suis allée plonger dans toute l'œuvre de cette femme, et puis dans ce qu'elle avait pu écrire, de ce qu'elle avait pu être, mais dans une relation vraiment tendre et simple, de pure amatrice, pas de quelqu'un qui devient spécialiste d'un sujet, quelqu'un qui juste goûte et aime et que ça ne le quitte jamais tout au long de sa vie, et donc ça devient quelque chose de plus en plus présent dans la pièce, jusqu'au moment précisément après Gabrielle, où ce livre m'avait beaucoup coûté dans le bon sens du terme, mais aussi dans le sens où ça m'avait chamboulé d'écrire ce livre avec ma sœur, de replonger dans de toute cette matière. Je ne veux pas trop dire parce que je ne veux pas répondre à la question. Mais voilà, ça avait été, et puis porter le livre, ça avait été quelque chose de dense. Et après, je me sentais un peu, pardonnez-moi l'expression, à poil, un peu, voilà, à poil dans la forêt, un peu comme je le suis là dans la forêt. Et tout d'un coup, c'est mon compagnon qui m'avait dit, mais pourquoi tu n'écrirais pas maintenant sur Frida? Et c'était comme si elle était partout dans la pièce et que je n'y avais jamais songé.
Rien n'est noir, du coup, c'est donc un des romans de Frida Kahlo, votre roman de Frida Kahlo, un personnage totem, on comprend, mais qu'est-ce qui fait d'elle un personnage de roman? Alors, c'est passionnant comme question parce que depuis que le livre est sorti il y a à peu près un an, j'ai eu beaucoup de moments de rencontres comme ça et on m'a posé souvent des questions sur Rien n'est noir. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ça évolue tout le temps. Ça évolue tout le temps et que là, ça fait un an et je me pose encore des questions et il y a des réponses qui évoluent évidemment et c'est pour ça que c'est une matière vivante. Et les livres et le fait d'en parler, de rencontrer les gens, c'est vivant, c'est jamais figé. Et de fait, la question qu'on m'a souvent posée, c'est pourquoi est-ce que c'est un roman, pourquoi c'est pas une biographie, par exemple, ce qui rejoint un peu votre question de pourquoi elle est un personnage de roman. Deux choses qui sont un tout petit peu différentes. D'abord, pourquoi est-ce que j'ai fait un roman et pas une biographie? Et j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour les biographes. C'est que les biographies, il y a un engagement qui est presque scientifique, qui est presque universitaire. C'est qu'on veut aussi dévoiler quelqu'un qui parfois n'est pas très connu ou dévoiler quelqu'un qui peut être très connu mais dont il y a encore des choses à dire, des choses à découvrir. Je pense qu'on peut faire 1000 biographies sur Rimbaud, il y aura toujours des choses à dire, même s'il est mort jeune. Bref, le roman, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, quand on prend un personnage réel qui a vraiment existé, dont on n'invente pas la vie, pourquoi est-ce qu'on fait roman? C'est parce que précisément, on a une liberté totale par rapport à la vie de cette personne, qu'on décide de faire corps avec elle ou lui, de piocher et d'ouvrir une certaine porte et pas une autre. Très concrètement, je parle en gros d'une décennie dans la vie de Frida, pour le dire rapidement. Et il y a des passages entiers de sa vie à ce moment-là qui auraient été passionnants de raconter. Il y a des épisodes très marquants. Et j'en ai fait des ellipses avec une liberté totale. Parce que précisément, je n'étais pas dans un travail de biographie. Et mon roman, c'était un roman d'amour fou. Et ce qui m'intéressait, c'était d'aller plonger, questionner, violenter la question de l'amour fou entre Frida Kahlo et Diego Rivera, son mari, et de m'y immerger pour moi-même être surprise aussi de ce que j'allais y trouver. En ça, voilà, c'est deux mondes un peu différents. Après, pourquoi c'est un personnage de roman? Je pense que tout le monde est un personnage de roman. Absolument tout le monde. Je ne pense pas qu'il y a des gens plus intéressants que d'autres qui auraient des destinées plus flamboyantes. Je pense que n'importe quelle personne que je pourrais rencontrer en ouvrant la porte là pourrait être un sublime personnage de roman. Après, il y a des personnes, parce qu'on a un recul temporel sur elles, qu'on peut embrasser toute leur vie d'un coup, parce qu'elles sont, voilà, elles sont mortes, c'était il y a longtemps. On peut dégager de ces personnes et de leur vie des énergies, des forces qui deviennent passionnantes pour nous à explorer. Et que Frida, elle avait la peinture, et la peinture, j'allais dire presque en tant que néophyte, elle est tombée dans la peinture presque comme une survie, et non pas comme quelqu'un qui aurait été si doué enfant, comme un Picasso, comme un Diego Rivera, qui aurait du coup passé toute sa vie à théoriser son art. Il y a la peinture, il y a son rapport aux hommes, son rapport aux femmes, parce elle aimait les deux. Il y a son rapport à son corps, son corps qui avait été si abîmé plusieurs fois, et cette farouche volonté de faire que chaque journée peut être une fête, peut être un dépassement, et que comme on peut embrasser tout ça à distance, elle devenait bien sûr un magnifique personnage de roman, parce qu'il y avait tout ça à convoquer pour retracer la vie de cette guerrière. Et justement, transposons-nous au début de votre roman. Nous allez nous allons accompagner plutôt comme Frida pendant une décennie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer au moment, quand est-ce qu'on la rencontre et ce qui se passe d'important dans sa vie à ce moment-là? Alors, Frida, très rapidement, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une femme qui est du début du XXe siècle, qui est mexicaine. Elle est née en 1907, pour être précise, mais elle dit à tout le monde qu'elle est née en 1910. Et ça dit déjà quelque chose d'elle. Il y a cette idée de je peux décider qui je suis, comment je m'appelle et même quand est-ce que je suis née. Et il y a cette sorte de liberté débordante. Et rappelons-nous quand même que d'être une femme mexicaine au début du XXe siècle, c'était d'autant plus inouï aussi de choisir son propre destin.
elle naît en 1907. Elle choisit aussi 1910 parce que, pour prendre un petit peu le paysage, il y a eu la révolution mexicaine qui a commencé en 1910. Et pour elle, c'est important de s'inscrire dans ce mouvement révolutionnaire, comme si elle était née de cette révolution. Pourquoi? Parce que aussi tout au long de sa vie, avec Diego Rivera et avec un certain nombre d'artistes mexicains, mais pas seulement, de l'époque, il va y avoir cette idée de renouer, que le Mexique renoue avec ses origines indiennes, comme ils le disent, même si aujourd'hui ce serait un mot qui serait compliqué, le mot indien, mais c'est le terme qu'eux emploient, avec leurs origines indiennes, de renouer avec toute leur histoire pré-hispanique, avant la conquête espagnole, et que Frida, par sa peinture, mais aussi par ses tenues que l'on connaît, par ses tableaux, ses magnifiques robes terroanas, mais aussi par son goût des poteries, par son goût de l'art préhispanique, elle va porter toute sa vie cette révolution qui continue. Et Diego Rivera ainsi que les muralistes vont concrètement aussi offrir aux... Excusez-moi, j'ai une mouche qui m'embête. Offrir au peuple leur histoire sur les murs publics et non plus enfermés dans les musées ou les salons. Bon. Donc, Frida, elle est tout ça. Et moi, j'ai eu envie de parler de l'amour fou. Très humblement aussi, c'est-à-dire que je ne suis pas une historienne, je ne suis pas une biographe, je ne suis pas une spécialiste, mais c'est vrai que ça me titillait, cette histoire entre ces deux monstres aussi, parce qu'ils ont quelque chose d'une étrangeté par leur vie, leur manière de s'aimer, leur manière aussi de se faire du mal, leur manière de se violenter, mais leur manière aussi de ne pas pouvoir se passer de l'un de l'autre et de s'accompagner dans leur peinture. Et donc, dans mon roman, Rien n'est noir, j'ai beaucoup centré sur cette décennie qui irait de 29 à 39, qui est à peu près le moment de la rencontre entre Frida et Diego. Alors, rencontre, Frida Kahlo va chercher Diego Rivera. On peut dire ça, je crois. Voilà, parce que Diego Rivera est extrêmement célèbre au Mexique. Il est beaucoup plus âgé qu'elle. Il est déjà un peintre établi, il est déjà un héros de la Révolution, il est déjà un homme politique engagé. Et que Frida Kahlo, qui n'est rien à ce moment-là, qui est une jeune fille qui s'est relevée d'un accident, qui est une jeune fille de Coyoacán, qui n'est même pas le cœur même de Mexico, elle va aller le chercher. Elle va le faire descendre de son Olympe, littéralement, et elle va l'ensorceler. Et donc, il y a cette rencontre en 29, et je pénètre et colonise cette décennie jusqu'en 39. 39 étant un voyage en France pour Frida Kahlo. Elle est très, très prise par ses douleurs, de plus en plus. Elle subira toute sa vie les conséquences de son accident qu'elle a eu, collision entre un tramway et un bus, quand elle était une jeune fille et jeune étudiante. Et cette décennie est la décennie, justement, qui me semblait être la plus à même de pénétrer dans le mystère de ce couple-là. Parce qu'après, puis je ne veux pas trop dévoiler, mais ils vont se marier, ils vont divorcer, ils vont se remarier. Et après, Frida Kahlo, elle va mourir jeune. Et les 10-15 dernières années de sa vie sont très belles, mais elles sont déchirantes, parce que c'est une femme qui passe son temps à l'hôpital, qui passe son temps à essayer de faire quelque chose de ce corps qui la lâche de toutes parts. Et en tant que romancière, j'avais envie de partager avec les lecteurs cette décennie où cette femme, malgré ses douleurs, elle est une conquérante, une danseuse, une peintre, une chanteuse, une séductrice, et que ça faisait sens pour moi d'exalter ce moment où, pour elle, justement, rien n'est noir. Ouais. Du coup, vous vous attaquez donc à ces deux monstres sacrés. Bien sûr aussi, même si Frida est au cœur du roman, la figure de Diego qui est forcément là toujours. Alors, vous arrivez bien à montrer ces deux visages, en fait, cette espèce d'ogre dévorateur énorme, immense, enfin l'artiste, et en même temps, quand même, c'est lui qui la pousse beaucoup, toujours tout au long de leur vie commune. Oui, quelque chose m'a frappée quand, au fil des rencontres avec les lecteurs. Beaucoup me disaient, mais Diego, il est vraiment odieux, il est atroce. Ce n'est pas mon avis. Et j'espère que ce que je montre du livre, qui est sans jugement pour l'un et pour l'autre, justement, ne cherche pas à démontrer ça ou l'inverse, et simplement à établir cet être nuancé et cet être avec des multiples visages. Oui, Diego a quelque chose de monstrueux, littéralement, parce qu'il est déjà physiquement un type immense,
un type qui vraiment prend tout l'espace, qui porte sa carrure, voilà, son gros ventre, vraiment sa prestance de manière totalement revendiquée. Et il le dit lui-même qu'il adore, après l'amour, dévorer et cuisiner les fesses des femmes. Enfin, il a cette idée-là littéralement de l'ogre dévorateur et surtout aussi du provocateur. C'est un homme qui ne cache pas son besoin irrépressible de séduire, de conquérir. Il dit lui-même que s'il ne fait pas l'amour avec une poignée de femmes par jour, il ne se sent pas bien. C'est aussi un homme, et on le voit, qui construit tout le temps sa propre mythologie. Où est le vrai, où est le faux? Et c'est ça qui est intéressant, où ça rejoint les problématiques du roman et du romancier. C'est dans toutes les histoires qu'on raconte, qu'on se raconte, qu'on raconte sur nous, les vérités. Voilà, quelles sont-elles? Mais donc Diego a cette idée, et je pense que ça a fait... J'ai passé beaucoup de temps plongé dans les documents de l'époque, de ce qu'on pouvait recueillir, de témoignages directs. Je crois que quand Diego Rivera rentrait dans une fête, dans une pièce, dans un dîner, dans un restaurant, il y avait une sorte de suspension où tous, hommes et femmes, ne pouvaient que le regarder. C'est comme si tout d'un coup, il était d'un tel charisme qu'il hypnotisait les masses. Et on m'a déjà dit, mais il est tellement laid, comment il avait autant de succès avec les femmes? Alors déjà, je pense que les questions de séduction sont vraiment une histoire de goût, premièrement, mais par ailleurs, je pense qu'il avait cette force incroyable que quand il vous regardait, il ne regardait que vous, en vous, à travers vous, et que vous deveniez instantanément une sorte de personne transformée par le regard de cet homme, et quelle séduction du coup, mais de cet homme qui par ailleurs était d'un humour insensé, qui pouvait retourner n'importe quelle situation en proposant de faire quelque chose d'inattendu. Et donc, il y a quelque chose, oui, de monstrueux dans le sens où tout d'un coup, c'est comme si quand on rencontrait Diego Rivera, on était percuté par quelque chose. Après, évidemment, et j'en parle dans le livre, puisque je parle de cet amour fou, il est absolument infidèle, en permanence. Et non seulement il l'est, mais il ne s'en cache pas. Et que ça ne devait pas être évident. Qu'il y a cette idée où il dit à Frida, mais la fidélité, c'est pour les petits bourgeois. Parce que de fait, il se revendique comme communiste. Elle dit, c'est bien facile. Parce que de fait, quand Frida, elle, parfois avait des aventures, il était prêt à sortir le pistolet pour aller pour chasser voilà, l'amant. Donc, les gens sont complexes, n'est-ce pas? Voilà, les gens ne sont pas forcément d'une cohérence totale, et c'était le cas de Diego. Mais donc, il était donc un très grand infidèle. Après, et c'est là où je mets de la nuance aussi, quand j'ai discuté avec les lecteurs que j'ai rencontrés. Quand il rencontre Frida et qu'il la demande en mariage, il lui dit qu'il ne le sera jamais fidèle. Donc, il y a une idée aussi que parfois, on va chercher la difficulté. Et que Frida, c'est pas une noix blanche qui tombe de son armoire parce que tout d'un coup, elle se rend compte que son mari cache un petit adultère. Elle y va et elle se dit, OK, je vais aller chercher le mec le plus compliqué du monde. Comme un défi, quoi. Voilà. Et donc après, effectivement, ça devient très compliqué, mais c'est pas une totale surprise non plus. Après, il y avait quelque chose de la cruauté entre eux. Il y a quelque chose d'un sadisme chez Diego Rivera par moment. Et je ne veux pas non plus trop dévoiler, mais il va parfois aller choisir des femmes pour être infidèles qui seront celles qui feront le plus de mal à Frida Kahlo. Il y a une sorte, voilà, parfois de jeu d'humiliation. Il y a une sorte aussi parfois de masochisme chez Frida. Bon. Mais il y a une chose, et j'espère qu'elle est tangible dans le texte, c'est que Frida, quand elle va rencontrer Diego Rivera, elle n'est pas encore peintre, dans le sens, bien sûr qu'elle peint, mais elle peint toute seule chez elle, elle commence à se libérer parce qu'elle commence à remarcher, et que Diego Rivera, à une époque quand même où la misogynie est monnaie courante, va traiter cette femme en camarade, dans le plus profond sens du terme, dans une parité totale, sa compagne race, dans l'idée que quand il voit ces tableaux, il se dit mais qui peint comme ça? Personne ne peint comme ça. Et lui qui est déjà très très installé, qui a passé 10 ans en Europe, qui a côtoyé Pablo Picasso, qui est invité par le président du Mexique. Je veux dire, il est un peintre extrêmement célèbre et reconnu. Tout d'un coup, il se sent tout petit
face aussi à la peinture de cette femme. Et il n'aura de cesse, Diego, toute sa vie, de lui dire, peins, montre ce que tu fais, accepte les expositions, sors dans le monde, montre que tu es mon grand dragon. Et il faut quand même un sacré, voilà, c'est même pas un féminisme, il faut avoir voilà l'idée du camarade, le camarade en peinture, et que Diego manquera jamais de faire cela avec elle. Donc oui, il y a les jeux de l'amour qui sont faits de cruauté, de masochisme, mais il y a aussi profondément ce respect entre les deux et cette admiration réciproque qui nourrira et qui nourrira le travail chacun de leur peinture jusqu'à ce qu'un s'en aille, et ce sera Frida qui partira en premier, qui mourra en premier. Votre livre, c'est aussi un récit historique, politique, nourri de rencontres artistiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'époque pour qu'on comprenne aussi un petit peu, enfin même si vous en avez dévoilé un petit peu, mais quand même, votre roman, c'est une multitude de rencontres. Disons que ce qui était passionnant pour moi en tant qu'artisan, quand je travaillais sur le texte, c'est que je fais une petite passerelle, tout comme pour Gabriel, juste avant, qui parlait, que j'ai écrit à quatre mains avec ma sœur Anne, qui parlait beaucoup de peinture au début du XXe siècle, je me retrouvais à nouveau à parler de peinture au début du XXe siècle, et tout ça fait créer des passerelles de sens. Et donc, en tant qu'artisan, c'était passionnant, notamment pour une chose, c'est que le monde de Diego et Frida, en tout cas dans cette décennie dont je parlais tout à l'heure, sur laquelle j'ai centré le livre, ils se partagent entre deux mondes extrêmement différents, qui sont le Mexique d'un côté et les États-Unis de l'autre. Et donc, se plonger dans le Mexique et les États-Unis au début du XXe siècle, ça fait beaucoup d'écho aussi à l'histoire géopolitique de la période. Parce que le Mexique, on l'a dit rapidement tout à l'heure, sort d'une révolution qui a été créée par une sorte de dictature, le Porfiria, qui était avant pendant 40 ans. C'est un pays en pleine mutation. Alors après, je ne suis pas spécialiste, donc il y a des gens qui s'y connaissent bien mieux que moi, je ne veux pas dire de bêtises, mais pour comprendre quand même nettement, c'est comme si c'était un pays qui renaissait après un joug, après une libération violente, et qui se redécouvrait toutes les richesses de ce qu'il était, mais qu'il fallait voilà, les prendre d'assaut et les exalter. On a de l'autre côté les États-Unis, qui sont voilà, un pays qui représente littéralement la modernité à l'époque. C'est le Fordisme, c'est la technique, la technologie, c'est le tout possible et c'est le pays capitaliste par excellence. Quand nos Diego et nos Frida sont des communistes révolutionnaires. Et ce qui est drôle, et c'était amusant de faire des étincelles entre les deux, c'est que Diego Rivera, qui est le grand peintre communiste révolutionnaire, comme il se dit lui-même, va être très souvent invité aux États-Unis pour peindre des murales. Par Ford, par Rockefeller, par un certain nombre de personnes extrêmement puissantes qui sont les symboles absolus du capitalisme. Et lui, qui n'est pas à une contradiction près, se dit mais bien sûr, parce que peut-être qu'un jour, tous les Américains du Sud et du Nord seront une seule grande nation qui marcheront vers le progrès. Et d'une certaine manière, les Américains du Nord sont les cousins des Américains du Sud. Et évidemment, il va se faire excommunier par le Parti communiste, tout ça, évidemment, hein, c'est pas si simple. Mais il va accepter goulûment, si je puis dire, toutes ces invitations américaines. Et aux États-Unis, Diego va s'épanouir dans les fêtes incroyables, les beaux smokings, les cigares, les voitures qui vont vite, etc. Quand Frida, elle, va être en permanence, alors qu'elle avait tant rêvé, petite fille, de voyager, de voir le monde, va tout le temps être en nostalgie du Mexique. Mais de fait, c'était un bonheur pour une romancière de plonger dans ces atmosphères-là, qui sont par ailleurs très cosmopolites, que ce soit à Mexico City ou que ce soit dans les villes New York, Détroit, San Francisco, dans lesquelles ils s'établissent pendant un certain temps, parce qu'ils croisent tout ce qu'il y a d'artistes, d'activistes de l'époque. Et c'était délicieux parce que ça permettait aussi de continuer tous ces dialogues commencés avec Gabriel. Et notamment Marcel Duchamp, qui a été un personnage si important dans la vie de Gabriel Buffet, avec lequel Anne nous a, enfin, dans le livre
de Anne et moi, je retrouvais, avec 30 ans de plus, un autre Marcel, et tout d'un coup, à mon tout petit niveau, ça faisait aussi un sens d'avoir un peu exploré ce monde en tous sens et d'avoir traversé l'océan, après vraiment l'Europe, d'avoir basculé voilà, dans le monde de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud. Vous construisez tout votre roman au fil de la palette de l'artiste. Donc, bien sûr, ça révèle beaucoup l'importance des couleurs pour Frida. Mais du coup, l'apothéose de tout ça, c'est le titre. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des couleurs et puis surtout nous expliquer ce titre? Il n'est pas venu tout de suite. Moi, très souvent, voilà, il y a plein de titres possibles jusqu'au moment où il y en a un qui s'impose. Et il se trouve que Rien n'est noir, c'est une phrase de Frida Kahlo. Et c'était important pour moi d'inscrire les mots de Frida dès la couverture. Alors, pourquoi ce sont les mots de Frida? Parce que elle a écrit un journal intime, très beau, dont on peut se procurer le fac-similé aujourd'hui, vraiment avec une reproduction comme des photos de chacune des pages. C'est un journal qui date des années 40 pour elle. Elle est très mal. Elle prend beaucoup d'antidouleurs, beaucoup de stupéfiants aussi pour supporter la douleur. Et c'est un journal un peu psychédélique. Il y a des dessins, il y a des poèmes. Alors, ça parle de Diego tout le temps dans le journal. Et elle a des moments comme ça, un petit peu de pages à décrypter, qui ne font pas toujours sens. Et dans une de ces pages, il y a une page sur les couleurs. Et elle parle des couleurs comme si c'était des êtres animés qui étaient dans sa vie, comme elle parlerait de cousins ou d'animaux de compagnie, parce que Frida avait beaucoup d'animaux, elle adorait ça, elle avait des paons, des singes, des biches, etc. Et elle parle des couleurs comme d'êtres aimés qui sont autour d'elle, et elle les décrit. Et cette page est assez fascinante, et je l'ai évidemment beaucoup lue, beaucoup relue, et elle va parler par exemple du bleu comme de la tendresse, qui est une couleur qui la rassure. Et de fait, du coup, la première partie de mon livre, c'est le bleu. Elle va parler du rouge. Le rouge, c'est comme le sang des Aztèques. Pour elle, il y a une sorte de violence. Ça va être la deuxième partie de mon livre qui est vraiment centrée sur la décennie de l'amour fou. Elle va parler du jaune. Elle n'aime pas le jaune, Frida, hein. Ça la met mal à l'aise. Et d'ailleurs, on voit sur ces tableaux, quand il y a des fonds jaunes, sur certains de ces tableaux, c'est des tableaux qui mettent un énorme malaise, qui sont des tableaux de maladie, des tableaux de désespoir. Et elle parle du jaune notamment en disant que c'est la couleur des sous-vêtements des fantômes pour elle. Bon, donc il y a toutes ces couleurs qui m'ont aidé à bâtir aussi la composition de mon livre. Et à la fin de cette page de ce journal intime de Frida, elle arrive au noir, parce que c'est une question. Quand on a parlé du bleu, du rouge, du vert, du violet, etc., et le noir, est-ce que c'est une couleur? Là, on peut penser à Soulage, tout ça, on sait, le noir, c'est la lumière, etc. Mais de fait, Frida se pose la question, et le noir? Et elle dit, et c'est magnifique, elle dit « Nada es negro », rien n'est noir, realmente nada, absolument rien. Et ça m'a frappée parce qu'encore une fois, ce journal arrive au moment où elle est dans les dernières années de sa vie, où vraiment elle n'est qu'une douleur physique. On lui a amputé des orteils, on va lui amputer la jambe, il n'y a plus rien qui tient, elle est maigrissime, tout part à volo. Et elle pourrait dire, les cocos, si, la vie c'est noir, quoi. Enfin, je veux dire, il y a des soucis, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas facile tous les jours, et on le sait nous aussi en ce moment. Je veux dire, voilà, c'est pas cette chaîne de vie, elle n'est pas tout le temps simple. Elle pourrait dire ça, elle en aurait tous les droits. Et de fait, dans ce cri de rien n'est noir, voilà, moi c'est quelque chose qui m'a toujours porté comme un, ok, on y va, quoi. Et c'est vrai que cette phrase qui était importante pour moi, au fur et à mesure de l'écriture, du coup, s'est imposé comme le titre du livre, parce qu'il était ce cri, ce chant absolu d'énergie. Et c'est là où voilà, les choses se font un petit peu par contamination, par accident, c'est que j'ai donc composé tout le livre avec des noms de couleurs, comme je l'ai évoqué, les 3 couleurs primaires qui font les 3 grandes parties, sachant que pour un peintre, c'est la matière première. Les 3 couleurs primaires, quand on les assemble, elles donnent toutes les couleurs du monde. Et comme je baignais dans l'amour fou de 2 peintres qui passent leur temps aussi à parler de matière de peinture, ça faisait sens de construire ce livre avec ces 3 couleurs primaires. Je me suis ensuite amusée
là comme un écrivain, comme un auteur, je veux dire, de goûter les mots, c'est-à-dire que j'ai fait des déclinaisons de différents bleus, de différents rouges, de différents jaunes, parce que là, on s'amuse. Et que du coup, il y a des couleurs qui sont réelles, des bleus, évidemment, il y a bleu de cobalt, etc., rouge magenta, etc. Et je me suis mise aussi à inventer des déclinaisons, alors inventer des définitions. Donc là, c'est une sorte de poésie qui vient reprendre le dessus. Mais tout d'un coup, ça faisait sens de suivre cet amour des couleurs de Frida, ces êtres vivants qui sont autour de nous, l'histoire de ces peintres, et qui vont progressivement vers la question du noir, peut-être, puisqu'il faudra bien qu'ils disparaissent. Et puis la question voilà, du gris des cendres, et la question voilà, de la lumière de cet amour fou qui résistera à tout et autant. Bon, quelle belle définition. Ce roman, il a déjà eu une belle vie. Il a été couronné du prix des lectrices Elle. Vous êtes beaucoup intervenu grâce à lui en librairie. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, une sortie en poche, du coup? Alors, je regrette de ne pas être allée dans votre librairie, Gaëlle, qui était prévue au mois d'avril. On finira bien par y arriver à un moment. On y arrivera, oui. On y arrivera. En fait, c'est assez magique, la sortie en poche. Rien n'est noir, pour moi, ça doit être mon 7e livre. Mes premiers livres ne sont pas sortis en poche. Ils étaient absolument confidentiels et je les aime tout autant. Ils ont été tout aussi importants et j'avais la même fierté de les avoir faits. Mais c'est vrai que tout d'un coup, quand il y a plus de gens qui s'intéressent et qu'il y a plus de lecteurs, etc., il y a cette idée qu'on a porté un livre pendant beaucoup de mois et j'ai eu de la chance de le faire, de fait, parce que moi, c'est sorti il y a 1 an. Et quand je pense aux collègues qui ont des livres, les collègues auteurs et autrices qui ont des livres qui sont sortis pendant toute cette période compliquée, c'est un vrai challenge de faire vivre les livres et c'est voilà. Et les libraires le savent, ils sont en première ligne. Et de fait, moi, je suis passée un petit peu avant la tempête parce que j'ai eu le temps de le porter jusqu'en mars, ce qui était extraordinaire. Et donc, après, on a l'impression voilà, d'avoir un peu tout donné, d'avoir mouillé le maillot concrètement, d'être allé beaucoup en librairie, d'avoir beaucoup voyagé, mais c'est normal. C'est génial et ça vaut le coup. Et que moi, je pourrais faire un livre uniquement sur mes rencontres en librairie. J'ai rencontré tellement de gens, des gens magnifiques, superbes, fous, des moments bizarres. Il y a vraiment un livre à faire sur ça, sur le monde des rencontres de librairie. C'est un champ incroyable, voilà, et passionnant et insolite aussi. Mais donc, quand on l'a beaucoup porté, on a un peu l'impression, j'imagine comme quand son enfant a 18 ans et de lui dire fais ta vie maintenant, voilà, et reste, stay safe, voilà. Et la sortie en poche, du coup, c'est assez génial parce que c'est comme s'il y avait une deuxième vie, une seconde vie, et que voilà, il y a cette belle couverture qui est très différente de l'autre. Il y a qui a encore une autre facette. C'était une peinture pour le premier, là c'est une photo. Enfin voilà, il y a une sorte de regain et c'est de la joie du coup de pouvoir à nouveau porter ce livre qui est un peu différent. C'est pas le même format le poche, c'est autre chose, c'est un autre papier, voilà, c'est plus accessible financièrement, c'est plein de choses et c'est une grande joie. Je le dis encore parce que tous les livres ne sortent pas en poche. Certains finissent leur vie comme ça sans continuité et c'est un magnifique joie et honneur que d'être en poche aujourd'hui. Et nous, on a le plaisir de le porter une seconde fois et ça, c'est formidable aussi. Alors moi, je reviens justement, Claire, vous venez de l'évoquer, ce n'est pas la même, c'est une belle illustration parce que ce n'est pas le même visuel que sur le brochet. Est-ce que c'est un choix de votre part ou est-ce que c'est le livre de poche qui a décidé de faire différemment? Est-ce que vous pouvez nous parler de la différence des 2 couvertures? Alors, je vous parle des cuisines de l'édition. Qu'est-ce qui se passe dans les cuisines, dans les coulisses? De fait, pour l'édition Brochet, j'ai eu la chance que Stock, mon éditeur, me donne carte blanche. Sachant que les livres qui sortent à la rentrée littéraire ont parfois un visuel commun avec les autres livres de la rentrée littéraire qui sortent en même temps. Donc, il y a parfois voilà, un certain nombre de choses qui sont établies. Et j'ai eu la chance pour le brochet où mon éditeur a dit OK, carte blanche. J'ai pu faire appel à un peintre, David Simonetta, qui a réalisé la peinture, qui a servi de base, puis à Annie Arbide, un graphiste que je connaissais également, qui a pris la peinture et qui en a fait une couverture de livre. Ce n'est pas la même chose. Et ces 2 personnes-là m'ont accompagnée
stock à valider. J'étais très heureuse aussi. Pourquoi? Parce que la couverture est partie d'une vraie peinture avec de l'huile, je veux dire de la peinture qui n'était pas une image virtuelle. Ça a d'abord été un tableau et c'est toujours un tableau. Et quand on parle de deux peintres, quel bonheur de pouvoir illustrer une couverture avec une vraie peinture. Alors après, pour le livre de poche, c'est une donc seconde vie. Et là, le livre de poche, c'est à lui aussi de choisir quel est son visuel. Évidemment, il demande toujours aux auteurs de valider, est-ce qu'ils sont d'accord, est-ce que ça leur plaît. Mais il y a, j'y connais rien, mais j'imagine que c'est autre chose, le livre de poche. C'est une différente manière de faire les choses. Et je pense qu'il y a des gens qui savent qu'est-ce qui fonctionne sur un format comme ça, etc. Donc, ils proposent. Et c'est vrai que j'étais ravie d'avoir fait la couverture du brochet, enfin, de l'avoir porté. Et là, j'étais peut-être contente aussi de me laisser surprendre parce qu'ils allaient proposer. On passait de la peinture, voilà, et je le trouve magnifique. Ouais. On passait de la peinture à une photo. C'est vraiment le visage de Frida. Ce n'est pas une interprétation, c'est son visage. Ce bleu, noir et blanc avec ces fleurs qui ressortent, qui sont des fleurs rajoutées comme un style, comme une écriture. Bon, je le trouvais topissime. La seule chose que je pourrais dire, mais je comprends tout à fait le choix, c'est qu'il était important pour moi sur la couverture du brochet qu'il y ait Diego et Frida. Parce que je parlais d'amour fou, parce que je parlais d'un couple et que je voulais que ce soit inscrit presque de manière subliminale aussi déjà dans la couverture. Mais encore une fois, comme le poche, c'est un peu une seconde vie. Et je me suis dit, toute la place à Frida. Très bien, on fait disparaître Diego, c'est pas grave. Non, tout ça pour la petite anecdote, pour rigoler. Mais de fait, j'aime beaucoup aussi cette couverture. Alors, j'ai une question de Karine qui rebondit justement sur ces deux personnages que sont Frida et Diego. Est-ce que vous avez vu le film qui retrace leur histoire d'amour et qu'en avez-vous pensé? Oui, alors je pense qu'elle parle du film avec Salma Hayek. Je l'ai vu évidemment et j'ai dû le voir 28 fois, je pense, dans ma vie. Enfin, je l'ai vu beaucoup de fois. Un peu comme tout ce qui touchait à Frida, c'est un film qui m'a toujours fait du bien. Et plus j'avançais dans le temps, plus je connaissais des choses sur Frida, plus je me rendais compte que le film ne la trahissait jamais. Pourquoi? Parce que c'est un film qu'on dit grand public, dans le sens qu'il fait une porte d'entrée à tous les gens qui ont envie de plonger un petit peu dans la vie de Frida, dans la vie du Mexique, etc. Il est facile d'accès, dans le bon sens du terme grand public. Et en même temps, il est basé sur la biographie référence, qui pour moi était une bible absolue, qui est celle de Aiden Herrera, qui est une biographie mais très très solide. Le film est basé aussi sur Aiden Herrera. Et il ne dit jamais, bien sûr qu'il fait des ellipses, des raccourcis comme tout le monde, mais c'est un très bon travail. Ce film est un très bon travail. Par ailleurs, comment on dit, la BO, la bande, ouais, la musique est géniale. On a envie, quand on regarde le film, de boire de la tequila, de mettre la musique, etc. Et c'est un film qui, moi, dans des moments où j'allais pas bien dans ma vie, des moments un peu de tristesse, je pouvais me le mettre comme un doudou, quoi. Comme un truc qui me refaisait du bien. Je le connais très bien. Donc oui, je l'ai vu, je l'aime beaucoup. Et encore une fois, je pense que c'est une porte d'accès magnifique quand on a envie de commencer à goûter à Frida. Et encore une fois, juste, qui dit des choses précises et qui montre la peinture de Frida. Dans le film, on voit les peintures de Frida. Les réalisateurs, ou je ne sais pas comment on dit, ont utilisé les peintures à l'intérieur même des images. Donc bref, oui, je trouve ça un bon film. Et vous écrivez en musique ou pas? Ou en silence? Alors, bonne question. Disons qu'il y a vraiment deux faces. Il y a des longs moments en silence qui sont des écritures très profondes, un peu casse-tête, où on est encore en train de tâtonner avec les personnages, on ne sait pas exactement où est-ce qu'ils vont, on se pose 1000 questions. Et là, il y a besoin d'une sorte de clôture autour de soi pour être qu'avec les personnages, qu'avec la situation. Et il peut y avoir des grands moments de silence, généralement où je bois du thé ou du café, voilà, sobriété. Et puis il y a des moments et des moments, alors souvent quand une partie du texte est déjà écrit, mais qu'il faut le retravailler, là, musique à fond, un petit verre de vin, pourquoi pas, hein, où là, il y a l'idée de c'est un peu une fête et c'est des moments un peu de transe. Mais c'est vrai que c'est souvent qu'il y a déjà une matière qui a été posée, c'est-à-dire qu'on va travailler sur la matière et où là, oui, j'ai des playlists qui passent à fond les ballons, souvent des playlists très festives de musique, très dense et très agitée. Les moments où il faut chercher les idées,
Vraiment, parfois, quand je m'autorise un peu de musique dans les moments où il faut construire, on va être plutôt sur du Chopin, voilà, plus calme. Mais oui, la musique est très, très importante dans le processus créatif, je pense. Alors, Laurent, lui, il a des questions de cuisine interne, comme on appelle. Qui sont vos premiers lecteurs et avez-vous des rituels d'écriture? Alors, le premier lecteur, les deux premiers lecteurs, c'est mon compagnon avec qui je vis. De fait, il habite dans la même pièce que moi, donc c'est bien pratique. Pourquoi? Parce que, et ça c'est une grande chance, alors déjà c'est un grand lecteur, mais il est lui aussi auteur. Donc il se pose aussi 1000 problèmes, 1000 schmilblick, donc il est bien au courant de tous les problèmes du processus. Et là, il y a quelque chose d'assez fabuleux, c'est qu'on peut, chacun au fur et à mesure, presque au jour le jour, hein, se soumettre ce qu'on écrit l'un et l'autre dans un laboratoire voilà, d'idées. Et ce qui est intéressant, c'est que les problèmes que l'autre se pose, dont on va discuter, vont permettre aussi de déclencher des idées chez soi et vice-versa. C'est-à-dire que les deux travaux d'écriture se répondent, se nourrissent de manière positive. Donc, il est mon premier lecteur. L'autre, c'est mon éditeur. Manuel Carcassonne. C'est une chance aussi quand on a un éditeur qui nous suit de livre en livre, c'est qu'on a une relation voilà, de confiance absolue qui se crée et on peut faire des points d'étape. Donc lui, évidemment, c'est pas au jour le jour, hein, il vit pas dans la même pièce que moi, mais on fait des points d'étape et j'en ai fait un, par exemple, avec mon éditeur il y a pas très longtemps pour le prochain livre, et où c'est assez passionnant parce que voilà, on va parler des heures, de couper les cheveux en 15, alors que le livre va encore tellement évoluer. Donc, voilà, ça permet de verbaliser. Et puis, et c'est la chance aussi, les éditeurs, bien sûr, ce sont des gens qui doivent vendre des livres, qui doivent marketer des livres, qui doivent réfléchir voilà, à comment ils organisent leurs sorties, etc. Mais ce sont avant tout, quand ce sont des bons éditeurs, des gens très littéraires, des grands lecteurs, et qui peuvent, comme des gamins, être pris par la frénésie d'une histoire en train de se construire et qui ne lâchent rien aussi à ce niveau-là. Donc, ce sont mes deux premiers lecteurs. Voilà. Ah oui, alors l'autre question, c'était les rituels d'écriture. Les rituels d'écriture, alors bien sûr, je pense que j'en ai 1000, même inconsciemment. Alors ça, c'est très mal, je fume beaucoup en écrivant. J'ai du mal à pas fumer quand j'écris, alors que je fume pas du tout en lisant. Bizarre. Ouais, Et je étonnant. lis beaucoup. Et je Ouais. lis beaucoup. Et je peux lire des heures sans fumer, mais alors écrire, non. Non, les rituels, donc souvent, j'ai besoin de la musique, même si je ne l'écoute pas, elle est là possiblement. Le cendrier, la clope, soit le thé, soit le café, soit le petit verre, pour quand il est un peu plus tard, hein, pas avant 19h, on essaye, voilà. Les rituels, alors, si de façon concrète, j'écris énormément à l'ordinateur dans le sens où voilà, ça permet de couper, de coller, de revenir, de changer de machin. Et puis, il y a les dictionnaires en ligne. Mais ça, c'est affreux. J'aimerais encore utiliser des dictionnaires papier. J'en ai des très beaux chez moi, mais c'est vrai qu'on a tellement de choses accessibles avec l'écran. En revanche, c'est vrai qu'il y a toute une partie qui se fait à la main dans des carnets. Et ça, c'est un rituel d'écriture qui ne change pas, malgré avec toutes les technologies. Chercher les idées, faire les compositions, faire les fiches des personnages, tout ça. Alors, j'ai plein de carnets qui sont où là, ça ne peut pas se faire à l'ordinateur. Et les carnets, je les décore. Je fais les couvertures, je colle des trucs dedans. Et ça, c'est très fétichiste. C'est-à-dire qu'ils doivent devenir des objets en tant que tels, voilà, qui deviennent vivants au fur et à mesure de l'écriture du livre. Voilà. Alors, il y a une question. Quels écrivains vous inspirent aujourd'hui? Alors, ça, c'est un peu une question piège. Je vous dis pourquoi. Parce que... La fameuse. oui, c'est la fameuse... Non, mais parce que c'est comme dire quels sont les écrivains qu'on préfère. Je pense comme beaucoup de gens qui lisent, parce que les auteurs sont avant tout des lecteurs. Hein. Il ne faut pas se leurrer là-dessus. Les auteurs, c'est juste des lecteurs qui, à un moment donné, se disent « Et si je passais de l'autre côté du miroir, voir ce que ça fait ?» Mais voilà, c'est des gens qui lisent, qui aiment lire, qui en ont besoin pour vivre. Donc, on lit beaucoup. Donc, les inspirations... Voilà, pour répondre avec justesse, je dirais que au moment où je travaille sur un livre, entre le tout début, qui est parfois de faire des archives, des recherches, jusqu'au point final, tous les livres qui vont me passer entre les mains vont être d'une certaine manière une source d'inspiration.
Parce que, alors, par exemple, là, en ce moment, je lis des livres de la rentrée. Je suis en train de lire Mauvigné, Histoire de la nuit. Il ne faut pas avoir peur. Hein. Je suis dans une petite cabane dans les bois. Là, le Mauvigné, il me fait un peu peur. Je dis, il y a quelqu'un dehors dans le jardin. Bon, le Mauvigné qui est très beau. Je viens de lire Yoga de Carrère. Voilà, ils sont encore en moi. Parallèlement à ça, je vais relire un polar que j'adore, un vieux Conley, etc. Je vais lire un essai, etc. Et en fait, tous, au-delà du plaisir, de l'agitation intellectuelle que ça peut provoquer, en fait, surtout quand on est en train d'écrire un livre, en train de travailler sur un livre, du coup, tout devient lui-même un champ de questionnement. C'est-à-dire, si je lis Yoga de Carrère, ou si je lis là Le Mauvigné, ou je voudrais beaucoup lire juste après Chaviré de Lola Lafont, je sais que au-delà du plaisir qu'ils vont me procurer, ou pas, ça dépend si j'aime le livre, mais au-delà du plaisir de lecteur, tout d'un coup, tout va faire question, parce que je suis moi-même dans un travail d'écriture. Et je vais me dire, mais oui, il a raison de faire ça tout d'un coup. Hop, là, c'est hyper fluide. Et je vais dire, ah oui, là, c'est des longues périodes de phrases, c'est marrant, ça procure ça. Ou alors, tout d'un coup, non, là, c'est très resserré. Et en fait, tous les livres qui passent entre les mains deviennent des outils merveilleux de déblocage aussi, les moments où on est bloqué sur un truc qui ne fonctionne pas dans le texte, on a l'impression qu'on est en train de s'embourber. On lit un livre qui n'a rien à voir, tout d'un coup, hop, ça permet justement, voilà, c'est l'illumination, etc. Donc, et bien sûr, après, il y a des textes sur lesquels on revient en permanence. Moi, je lis beaucoup Flaubert, par exemple. Je reviens sur Flaubert régulièrement. J'aime beaucoup Paul Verlaine. Je lis beaucoup sa poésie. Je ne suis pas poète, j'écris pas de la poésie, mais de fait, son traitement des mots, ça, voilà, ce qu'il en fait, comment il les malaxe, va aussi voilà, me permettre, moi, de réfléchir. Donc oui, il y a des livres fétiches qui reviennent, et puis il y a une dévoration, voilà, le plus possible. Lire le plus possible, c'est la meilleure chose pour se débloquer dans les complexités de l'écriture. Parfait. Alors, je vais juste poser la dernière question. Est-ce que Claire, vous pouvez répondre à la question que j'ai posée pour gagner le sac? Et ça sera la dernière question, je ne vous embêterai plus. Alors, la question était, quel lien vous unit à Gabrielle? Est-ce que vous pouvez donner la réponse maintenant? Alors, Gabrielle Buffet, qui était la femme de Francis Picabia, et l'arrière-grand-mère de Anne, moi et de mon autre sœur d'ailleurs, Isabelle. Elle est notre arrière-grand-mère maternelle. Voilà, pour être précis, c'était ça la réponse, arrière-grand-mère. En tout cas, on est ravis d'apprendre que vous êtes en cours d'écriture parce que ça nous promet de lire un prochain livre de Claire Berès. Ça, c'est toujours une bonne nouvelle. Moi, je n'ai plus de questions. Je vais remontrer le livre qui est sorti au livre de poche. Je voudrais dire aussi qu'il est sorti depuis le 14 octobre en audio-livre et je crois que c'est vous qui lisez votre livre. Si oui, c'était génial comme expérience parce que c'était un vrai challenge et j'étais accompagnée par des gens merveilleux, notamment Violette, voilà, qui m'a accompagnée tout le long pour l'audio-livre. C'est fou de devoir lire son livre en entier. Voilà, c'est une expérience. Et alors, je ne sais pas si c'est bien fait. En tout cas, j'y ai mis tout mon cœur. Et c'était la première fois que j'enregistrais la version audio d'un de mes livres. Et du coup, j'aime beaucoup cet objet. Enfin, il compte beaucoup pour moi. Je vais vous lire le dernier message qui vient d'arriver, ce qu'il est pour vous. Quelle rencontre passionnante, quelle femme inspirante. Voilà, ça c'est le dernier message pour vous. En tout cas, ce livre est disponible sur toutes les tables de librairie. Vous le trouverez chez Gaëlle à Saint-Paul-de-Léon, donc à la librairie Livre in Room. Vous pouvez aussi l'acheter partout en France, dans toutes les librairies, elles sont ouvertes, elles resteront ouvertes. Je vais vous remercier d'avoir passé ce bon moment avec nous. Il y a encore un message qui arrive en disant que c'était une très belle rencontre. Un livre à l'image de son auteur. Passionne et passionnant, j'ai adoré. Voilà, donc ça, c'est encore des messages. Vous voyez, Claire, il n'y a que des messages magnifiques ce soir. Gaëlle, merci d'avoir si bien animé cette rencontre une fois de plus. J'espère qu'on te retrouvera pour une prochaine rencontre. Claire, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avant de vous laisser le mot de la fin, je voudrais dire qu'on se retrouve à 19h pour une soirée spéciale. Les lecteurs.com avec Marie-Sabine Roger pour Loin Confin, le roman qui est arrivé en tête du palmarès des explorateurs de la rentrée littéraire et ça sera à 19h. Claire, je vous laisse le mot de la fin. En attendant, moi je vous souhaite une belle soirée, je vous remercie beaucoup et j'en profite pour vous souhaiter de bonnes vacances, Claire, quand même. Ne travaillez pas trop. Merci beaucoup. Faites attention à vous. Les temps sont compliqués, mais rien n'est noir, n'est-ce pas Gaëlle? Vive la Bretagne. Oui, merci. À bientôt, Claire. Bonne soirée, mesdames. Merci beaucoup.